Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité se dirige vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Voilà le thème de la mécanique universelle. Donc de cette philosophie qui est une réflexion téléologique, c'est-à-dire l'étude des fins dernières de l'humanité. Donc quelle est la fin, quel est le but, en somme, le but caché, qui est encore pour l'instant en sourdine, on va dire, qui n'est pas monté dans la conscience de l'humanité dans sa totalité, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et donc, ça c'est l'introduction. Et pour développer cette théorie, je m'appuie parfois sur des podcasts, et là c'est le cas, sur une émission de France Culture qui s'appelle Avec Philosophie, que je recommande. Si vous allez sur le site de France Culture sur Internet, vous tapez Avec Philosophie et vous avez des quantités d'émissions, toutes meilleures, meilleures les unes que les autres. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, et donc là, c'est sur Derrida, sur le déconstructivisme, je pense que ça s'appelle comme ça. Et donc c'est l'idée, en somme, de déconstruire ce qui... Il me semble que c'est ça. Voilà, moi ces réflexions, ce ne sont pas les réflexions d'un universitaire. Donc c'est très intuitif. C'est de la créativité spontanée. La plupart du temps, je n'ai pas entendu complètement les vidéos, j'ai juste écouté quelques bribes, par exemple, ou quand je commente un livre, je le découvre en même temps que je le commente, etc. C'est une façon de travailler qui correspond à ma nature, à ma psychologie. Donc là, je vais lancer et puis je mets mon petit grain de sel. On y va. Donc, on fait une petite retour là. Dans ce débat assez épais, je voudrais qu'on entende évidemment Jacques Derrida lui-même. Vous allez entendre une intervention de Jacques Derrida au micro de Franz-Olivier Gisbert dans l'émission Culture et Dépendance sur France 3 en 2002, suivi d'un texte de Derrida. Il s'agit d'une lettre à un ami japonais qui a été publiée en français en 1985. Moi, je n'ai pas le sentiment que ce que j'écris ou la façon dont j'écris relève de la catégorie du sulfureux. Mais il est vrai qu'il y a dans les questions qui me traversent, auxquelles j'essaie de faire droit, il y a des menaces. C'est vrai, des menaces quant à un certain ordre institutionnel, une certaine tradition académique, certains usages dominants. Donc je crois que j'ai ce sentiment obscur d'être menacé, qui motive cette résistance, ce rejet ou ce ressentiment. Alors, vous êtes le philosophe de la déconstruction. Hein. La déconstruction, c'est vous. C'est-à-dire, là où Derrida passe, tout trépasse. Hein. Vous ne respectez rien. Je suis très respectueux, en fait, des questions ou des affirmations auxquelles je fais droit dans ce que j'écris. Donc je ne suis pas du tout irrespectueux. Je suis très respectueux de la tradition. Je suis très respectueux des auteurs dont je parle. Mais évidemment, ce respect me commande quelquefois, naturellement, d'interroger de façon un peu dérangeante les certitudes, des présuppositions. Oui, par exemple, la religion, la nation, la démocratie, la justice... Le mot de déconstruction n'a jamais signifié destruction. Ça, c'est très intéressant, voilà. Donc, il précise que la déconstruction, c'est pas la destruction. Et c'est ce qu'ont voulu faire croire certains, et y compris, me semble, ceux qui ont fait un colloque, c'était de Blanquer, un homme politique. Il s'agissait de défaire, décomposer, désédimenter des structures, toutes sortes de structures.
linguistique, il y a 2 ans, logocentrique, photocentrique, socio-institutionnel, politique, culturel et surtout et d'abord philosophique. C'est pourquoi, surtout aux États-Unis, on a associé le motif de la déconstruction au post-structuralisme, mot ignoré en France, sauf quand il revient des États-Unis. Mais défaire, décomposer, désédimenter des structures, mouvement plus historique en un certain sens que le mouvement structuraliste qui se trouvait par là remis en question, ce n'était pas une opération négative. Plutôt que de détruire, il fallait aussi comprendre comment un ensemble s'était construit. Le reconstruire pour cela. Toutefois, l'apparence négative était et reste d'autant plus difficile à effacer qu'elle se donne à lire dans la grammaire du mot « dé », encore qu'elle puisse suggérer aussi une dérivation généalogique plutôt qu'une démolition. C'est pourquoi ce mot, à lui seul du moins, ne m'a jamais paru satisfaisant. Mais quel mot l'est-il ? Il doit être toujours cerné par un discours. Difficile à effacer ensuite parce que dans le travail de la déconstruction, j'ai dû, comme je le fais ici, multiplier les mises en garde, écarter finalement tous les concepts philosophiques de la tradition tout en réaffirmant la nécessité de recourir à eux, au moins sous rature. On a donc dit précipitamment que c'était une sorte de théologie négative, ce qui n'était ni vrai ni faux, mais je laisse ici ce débat. Oui, déconstruire, c'est tel que il semble, il le dit. Alors, à mon sens, je le vois comme déconstruire pour comprendre comment se sont construits des stéréotypes, comment se sont construits des choses qui deviennent critiquables. Même dans la démocratie, comment la démocratie a pu se construire pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui et qui, par certains côtés, pose un problème démocratique, justement, parce que on voit qu'elle n'aboutit pas à le peuple est exclu quelque part de la démocratie. Donc il y a quelque chose derrière qu'il faut analyser pour faire évoluer les choses, pour les améliorer. En fait, c'est un travail d'amélioration qui est recherché. Enfin, c'est comme ça que je le vois. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons du mot déconstruction ce matin, surutilisé, souvent obscur dans les usages que l'on entend ici ou là, et nous revenons à la source, à Jacques Derrida, dont mes invités, Isabelle Alfandari et Raphaël Zaguri-Orly, me disent qu'en fait il n'était pas si central dans l'œuvre de Derrida, et ça c'est déjà un point très intéressant. Alors dans ce qu'on vient d'entendre, évidemment, on voit Derrida se défendre face à Franz-Olivier Gisbert. Et là, je vous dis franchement, je le trouve très bon. C'est-à-dire, bien sûr que non, il n'est pas irrespectueux. Bien sûr que non, il ne veut pas tout démolir. Il le dit très très bien. Par contre, lorsqu'il s'agit de définir positivement ce qu'est le geste de la déconstruction, comme dans le texte qu'on vient d'entendre, franchement, j'ai du mal à comprendre comment il peut assumer au fond, ce qui est une non-définition. Je sens bien, et je crois que vous ne me démentirez pas, qu'il se met dans cette position, mais je trouve ça problématique de refuser de définir un mot qui, malgré tout, est assez important dans son travail. D'accord. Oui, mais en même temps, ça n'est pas un concept, la déconstruction. Peut-être on a utilisé ce mot un peu vite. C'est un mouvement, la déconstruction. Et Derrida va dire, donc il est partagé. À la fois, il s'est saisi, il a attrapé ce mot au vol, si j'ose dire, pour pouvoir décrire quelque chose qui a lieu dans ce qui l'intéresse, des textes, du rapport au texte, parce qu'il faudrait dire tout de suite que la déconstruction, en fait, ça n'est jamais une activité volontaire. On ne déconstruit rien en première personne. Je, tu, vous, nous ne déconstruisons rien au sens de la déconstruction, non. Et quand on la lit, déconstruction, comment ça marche ? Quand on lit, d'une certaine manière, on assiste à un événement qui a lieu, dont Derrida dit qu'il a lieu dans les textes par eux-mêmes.
le texte, l'œuvre, elle est toujours, déjà, la déconstruction est toujours à l'œuvre dans l'œuvre, dit Derrida. Il y a de l'équivoque. Oui, il y a de l'équivoque, il y a des lignes de fracture, il y a des contradictions qui sont présentes de manière masquée dans les textes de la tradition, et que le geste de lecture de Derrida, et de bien d'autres encore, va mettre au jour. D'une certaine manière, déconstruire, ça n'est rien faire en première personne, c'est assister à un événement qui a lieu dans un texte. C'est écouter, vous êtes psychologue. Peut-être que je n'ai rien compris, comme je ne l'ai pas lu, c'est mon interprétation, elle est sans doute complètement à côté de la plaque, c'est possible. Elle permet surtout de préciser ma théorie en réalité, ça n'a rien à voir, c'est même un peu... Je devrais même pas parler présenter ces vidéos avec ces terminologies, mais bon, c'est la façon dont je pratique, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette sorte, l'écoute psychanalytique étant supposée entendre des niveaux de discours différents dans une parole? Sans doute, de toutes les façons, Derrida, il est aussi, on a parlé de la manière qu'il a d'être en rapport avec Heidegger, il y a un autre penseur avec lequel il entretient un rapport de familiarité, alors là, pour le coup extrême, c'est Freud. Il n'y a pas Derrida sans la lecture de Freud et sans le grand texte sur la scène de l'écriture. Donc oui, il y a une manière, mais il est aussi critique de Freud. C'est très intéressant. Derrida, il n'est pas quelqu'un qui épouse un geste. Il est quelqu'un qui regarde comment quelque chose a lieu dans le texte philosophique qui permet de penser de manière complexe et critique ce qui se passe. Parce qu'en fait, il y a toute une... Comment dire? Il parle de généalogie, il y a des lignes de fracture, comme il dit, il y a des lignes de force à l'intérieur des concepts philosophiques, à l'intérieur des textes philosophiques, qui nous permettent de repenser, pas pour les détruire, mais pour en comprendre les tenants et les aboutissants, des concepts comme celui de justice, de souveraineté, de nature, de temps, d'état, et j'en passe. Donc le geste de la déconstruction, en fait, ça n'est pas un geste volontariste, c'est un certain régime de lecture. C'est fou ce que vous dites. Mais c'est ce que fait la science, c'est ce que fait tout le système de la pensée et de la créativité. Là, le temps, il est... Les physiciens, les chercheurs sont en train de déconstruire le concept qu'on avait du temps d'il y a un siècle, par exemple. Voilà, donc on déconstruit. Cette déconstruction, c'est juste l'évolution. C'est le principe de l'évolution qui déconstruit par nature ce qui a servi à un certain moment et qui ne sert plus. Voilà, et c'est pour ça que le progrès, par exemple, c'est la force, c'est le moteur qui conduit l'humanité vers sa perfection, qui construit le paradis pour nos futurs descendants. Mais quand nos futurs descendants auront atteint le paradis, le progrès aura disparu. Donc il sera déconstruit. Il n'existera plus en réalité. Et ça a été comme ça tout au long de notre histoire. Voilà, il y a 150 ans, on faisait du charbon en pagaille en France parce que c'était le moment. Et il a fallu déconstruire le charbonnage. Il a fallu passer à autre chose. Et c'est comme ça dans l'évolution. Parce que c'est comme des départements de littérature qui volontairement analysent des textes en essayant de les déconstruire. Enfin, c'est difficile de dire que c'est involontaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est involontaire. Et d'ailleurs, Derrida va dire, et certains littéraires en ont conscience, que l'un des lieux où la déconstruction se passe de manière presque paradigmatique, c'est le texte littéraire. Parce que le texte littéraire, il ne soutient pas un roman, il ne soutient pas une thèse, ni un concept philosophique. Et d'une certaine manière, cette déconstruction, c'est-à-dire cette désédimentation, cette décomposition interne, ces lignes de fracture extrêmement parfois violentes et déconcertantes, elles sont aussi à l'œuvre dans la littérature. C'est aussi pour ça que la littérature intéresse Derrida. Et il y a une dimension non volontaire dans l'écoute psychanalytique aussi, diriez-vous, vous qui la pratiquez. Et donc, je voudrais savoir si ça vous a aidé, Derrida, dans votre rapport au texte littéraire. Vous êtes prof de littérature. Et là, c'est compliqué, justement, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas la littérature, qui n'a pas de base comme ça intellectuelle. Derrida, s'il s'est penché, s'il a privilégié plutôt justement la littérature, c'est parce que c'était la chose dans laquelle il baignait,
où il se sentait bien, etc. Et donc c'est très compliqué de pouvoir comprendre son travail dans son fondement. D'analyse, je ne suis pas sûre que Derrida m'ait aidé, mais parce que je crois que c'est. Mais par contre, dans ma lecture de Freud, oui, Derrida m'a beaucoup aidé à concevoir notamment les points métaphysiques dans la lecture de Freud. Oui, Derrida m'a beaucoup aidé et dans la lecture de la littérature, bien entendu. Raphaël Zaguri-Orel. Je voudrais dire deux choses concernant la dimension, appelons-la non volontaire de la déconstruction. Je commençais à dire tout à l'heure que la lecture derridienne cherche à accompagner les auteurs de la tradition, les philosophes de la tradition, jusqu'au plus intime. C'est-à-dire qu'elle les accompagne, cette lecture, elle les lit jusque dans leur épuisement. C'est un concept derridien, hein, il y tient beaucoup. L'épuisement, oui. L'épuisement. C'est-à-dire que, à la différence d'une certaine tradition critique, c'est vrai qu'il ne cherche pas à réfuter, il le dit tout le temps, l'écriture déconstructrice ne se saisit pas d'un objet pour le déconstruire, mais on suit le cheminement jusqu'à son autodéconstruction. C'est son mot. Et là, il y aurait un passage, par exemple, que je voudrais vous lire très très rapidement des Spectres de Marx sur l'épuisement. Il dit « Inutile donc de le préciser ici, encore moins d'y insister trop lourdement, il n'y a aucun goût pour le vide ou pour la destruction chez quiconque fait droit à cette nécessité d'évider toujours davantage et de déconstruire des réponses philosophiques qui consistent à totaliser, à combler. C'est ça qu'il cherche. Il réfute la prétention. Comment ils arrivent à comprendre ce qui vient d'être dit là ? Ça, c'est pour moi, c'est merveilleux. J'ai rien capté. Bon, là, les termes mis les uns derrière les autres étaient tellement tous porteurs d'un sens philosophique que je connais pas. Et ça fait que j'ai rien capté dans cette chose-là. Il faudrait que je le réécoute pour comprendre, pour finir par comprendre ce qui veut être dit. Mais c'est juste une sorte d'hommage que je rends à ces gens qui arrivent à percuter, à comprendre ce langage à la totalité en philosophie, dans son rapport au concept. Mais alors, comme tout bon philosophe, se doit de le faire. Je suis tellement d'accord, mais je ne sais pas l'enjeu pour moi de développer avec vous. Oui. Par contre, je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à votre question sur la question de la définition. Oui. Qui est une question importante. Alors, c'est vrai qu'il refuse d'une certaine manière, enfin, il tourne autour de la difficulté de définir, mais il y a ici et là quelques quasi-définitions comme le plus d'une langue, comme le faire avec l'impossible, comme ce qui arrive, comme ça se déconstruit. Il dit quelque chose, et il dit quelque chose de positif. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui se joue dans la déconstruction, c'est-à-dire dans la complication sans fin du principe de contradiction, ce que Derrida va nommer aussi l'indécidabilité. Il dit que la déconstruction, c'est faire une certaine épreuve de l'indécidabilité. À cause de l'ambivalence du texte. Oui, bien sûr. Mais aussi à cause de la nécessité je donne une expression de Derrida, de rappeler à leur paradoxalité, rappeler à leur paradoxe les valeurs compliquées, c'est ça, rappeler à leur paradoxe des valeurs comme celles du propre et de la propriété, rappeler à leur paradoxe les oppositions et les dichotomies de la métaphysique, de l'histoire de la philosophie. Donc, montrer le contradictoire dans les constructions philosophiques. Voilà. Alors, je vais vous donner rapidement un exemple qui a été vraiment au centre de sa réflexion. Entre autres dans ce texte extraordinaire qui s'intitule « Le monolinguisme de l'autre », il dit « On ne parle jamais qu'une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue. » On ne parle jamais une seule langue. En fait, il y a là une duplicité antinomique qu'il cherche à faire
travailler ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à en sortir comme une certaine tradition philosophique de la duplicité antinomique. Ils ne cherchent pas à en sortir par la hiérarchie ou par la dialectique ou par la réconciliation ou par la philosophie transcendantale, c'est vrai. Ils installent la hantise au cœur de cette paradoxalité-là. Pourquoi ? Parce que c'est sur ce fond-là que doit se prendre la décision, et y compris la décision politique. La décision politique, la responsabilité. La responsabilité qui n'est pas là se joue quand on lit Proust, mais qui est peut-être là quand on lit un grand texte sur l'hospitalité ou sur la justice. Bien sûr. Et là, il y a de la décision politique. Il va accompagner les textes de l'hospitalité inconditionnelle jusqu'à leur épuisement, et il va déployer et accompagner et lire les textes de la souveraineté jusqu'à leur épuisement, pour ensuite ne pas devoir choisir entre la souveraineté ou l'hospitalité, mais pour faire en sorte que la décision se prenne sur ce fond-là. Sur le fond paradoxal du fait qu'elle est normalement impossible, mais qu'il faut la prendre quand même, c'est ça ? C'est ça. Enfin, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, je crois que la question d'indécidabilité, ce terme qu'utilise Derrida, il faut tout de suite dire, comme l'a dit Raphaël à l'instant, que l'indécidabilité, c'est pas une forme de suspension du jugement prolongée. L'indécidabilité, parce qu'il y a quand même un petit point de méthode qu'il faut faire pour expliquer que Derrida, c'est pas ni un nihiliste, ni un fervent partisan du ni-ni. En fait, dans le geste qui consiste à suivre les nervures contradictoires et les régimes de force contradictoires dans les textes de la tradition. Chez Kant, chez Platon, chez Saussure, chez Rousseau. Relire tous ces textes et regarder, en suivant de très près les nervures des argumentations, comment en fait ces textes sont travaillés, traversés par des contradictions souvent violentes et très déconcertantes autour de sujets qui, dans l'histoire de la métaphysique, sont des sujets décisifs, si j'ose dire, la question du sujet, justement, de la subjectivité, de la souveraineté, du temps, etc. Et il y a donc un geste qui consiste à laisser en suspens, de manière épocale, comme on a pu dire, en suspens la décision, de manière à justement autoriser ce mouvement de la contradiction, mettre à nu d'une certaine manière les concepts, mettre à nu les ressources, les prémices contradictoires des concepts. Et in fine, le but, ce n'est pas du tout d'esquiver la décision, notamment politique, c'est tout le contraire, c'est de nous renseigner sur les tenants et les aboutissants de ces concepts auxquels l'on tient. L'état, le sujet, le temps, nous renseigner pour nous demander, d'une certaine manière, pour nous commander même, de décider. Et il faut dire, parce qu'on a fait le reproche à Derrida de s'être occupé uniquement, finalement, de textes, sans s'occuper de la réalité politique, sans s'occuper du contemporain. On pourrait dire que c'est tout le contraire. Oui, mais justement, les ennemis disent que c'est tout le contraire. Et qu'aujourd'hui, la déconstruction, elle sert à déconstruire justement l'homme au sens disons l'homme dans sa virilité trop je croyais au trop sens anthropologique du terme, parce que là Foucault l'a le fait masculin, on va dire, l'homme blanc, etc. On dit aussi, alors peut-être c'est une erreur, que la déconstruction, même dans les textes, a permis de faire droit aux États-Unis à ce qu'on appelle les subaltern studies, les subaltern cultures, les cultures il se passe beaucoup de choses à partir de la déconstruction, mais pour Derrida, ce que j'appelais le contemporain, c'est pas seulement la question, comme vous dites, de l'homme blanc. Pour Derrida, les dernières années de son enseignement, les 15 dernières années, c'est ce qu'il a appelé les questions de responsabilité. Oui. La responsabilité qui est une question centrale pour Derrida, répondre à et répondre de. Répondre devant et répondre d'eux, c'est une question centrale. Et cette question-là, elle couvre des problématiques comme l'hospitalité, comme ça a été dit, la souveraineté, la peine de mort, la démocratie à venir. On peut pas dire des sujets qui ne sont pas au centre de ce que on appelle, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce mot et son usage, qu'on appelle aujourd'hui l'attitude woke ou wokiste. L'assimilation de la déconstruction au geste militant woke ou wokiste est-elle justifiée ou est-ce une aberration pour vous ? Je pense que c'est une extrapolation. Je ne suis pas sûre que Derrida soit complètement woke, et en même temps, tout dépend ce qu'on entend par wokisme. Si c'est un mot de la haine,
Alors, je ne sais pas très bien quoi vous dire, mais si wokisme, ça renvoie à ce que dans les années 30, on a appelé aux États-Unis une attitude woke, c'est-à-dire vigilante par rapport à la question, exactement, être éveillé et se réveiller par rapport à la question du racisme. Et vu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, d'une certaine manière, il y a peut-être le besoin d'un certain réveil. Oui, oui, Derrida, c'est une pensée qui permet une forme de vigilance, c'est sûr. Un certain réveil dans la relecture des textes de la tradition, pas du tout pour les détruire, encore une fois, mais pour pouvoir affermir sa position, pour décider en connaissance de cause. Oui, et je pense en même temps que déconstruire l'homme blanc dont elle parle, par exemple, mais malheureusement, c'est une nécessité, ou heureusement, c'est une nécessité. On peut pas... On ne pourra pas passer au travers. C'est impossible que des êtres humains se sentent maltraités simplement parce que leur couleur de peau n'est pas celle qu'une partie du monde juge comme la base, ou je ne sais pas. Quand on voit, il y a des vidéos, une vidéo qui circulait, c'était... Une petite fille qui avait deux poupées qui étaient devant elle, une poupée blanche, une poupée noire. Et on lui demandait laquelle tu préfères. Elle choisissait la blanche et elle disait pourquoi, etc. Parce qu'elle était plus gentille, parce que ma sœur, elle joue qu'avec des poupées blanches, parce que l'autre, elle n'est pas belle, ou des choses comme ça. Bon, ça, ce mécanisme-là, il y a quelque chose qui est insupportable. L'humanité ne pourra pas continuer aeternam vitam dans ce genre de choses. Donc, déconstruire les stéréotypes qui ont été construits, les mécanismes de domination, c'est une nécessité fondamentale. Et espérons qu'on n'y échappe pas. On n'y échappera pas, à mon sens. Je vous en prie, je voudrais juste ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'une pensée philosophique ? Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Ça sera la prochaine vidéo qui se met en place. À très bientôt. Au revoir.